Et je suis accompagnée, je te laisse te présenter Ludivine. Oui, donc Ludivine, bonjour à tous. Ludivine Rigolet, donc je suis avocate en droit des sociétés sur le bureau Horatio Avocat des Sables d'Olonne. Très bien. Et on va commencer tout de suite et je te laisse la parole, Ludivine, pour tout ce qui est juridique, puisque c'est ta partie. Tout À à toi de fait. jouer. Alors, donc effectivement, l'objectif aujourd'hui de ce webinaire, c'est d'évoquer plusieurs points sur la rémunération des associés en société d'exercice libéral. Donc, on commencera par rappeler un petit peu le contexte de la réforme, les pratiques qui étaient effectuées jusqu'aux exercices clos au 31/12/23, les nouvelles pratiques, et puis on a quand même plusieurs points en attente compte tenu un petit peu des nouveautés et des différents avis qui apparaissent derrière. On évoquera un petit peu des conseils sur les process aussi, et puis on aura un petit temps de questions-réponses derrière. Donc sur le contexte de la réforme, donc sur l'historique des textes, à partir de 1996, on utilisait en fait l'article 62 du CGI, puisque les rémunérations techniques suivaient le régime des traitements et salaires. On a eu d'octobre à 2017, une période en fait où les rémunérations techniques avaient la qualification de bénéfices non commerciaux. Et puis, de l'autre côté, les rémunérations de direction, gérance étaient qualifiées de traitement et salaire. À compter de 2022, on a eu un BOFIP qui a mis en place à partir du 1er janvier 2023 la fameuse distinction entre les rémunérations techniques et les rémunérations de gérance. Sont suivis plusieurs rescrits pour un petit peu appliquer cette nouvelle distinction. Sur 2023, les réponses étaient assez incomplètes au niveau de l'administration. Et puis, le 27 décembre 2023, on a eu les précisions complémentaires par le BOFIP, avec toujours des questions en suspens qui ont été traitées en avril 2024, donc c'est tout récent, via le BOI, avec un régime fiscal applicable aux associés de sociétés d'exercice libéral qu'on va évoquer, et une date d'application au 1er janvier 2024. Donc, jusqu'au 31 décembre 2023, on avait l'application pour la rémunération des associés pour les revenus jusqu'à l'année 2023, une possibilité d'utiliser la fameuse réponse ministérielle Cousin et de justifier en fait de l'imposition des rémunérations perçues au titre de l'activité libérale dans la catégorie traitement et salaire, donc l'article 62 du Code général des impôts. On avait alors un abattement de 10% sur la rémunération imposable. Et donc, en cas d'exercice via une structure d'exploitation sans emprunt, si on prend une hypothèse d'une trésorerie disponible en totalité prélevée, l'associé de société d'exercice libéral pouvait alors bénéficier d'un abattement de 10% sur ses revenus imposables, toujours avec la limite de plafond qui est mise en place par la loi de finances, et ce, lorsque le BNC ne bénéficiait d'aucun abattement. Donc, l'avantage fiscal était là, notamment pour l'associé de la société d'exercice libéral. On avait des dépenses déductibles qui étaient liées effectivement sur cette rémunération. Donc, celles qui incombaient normalement aux associés pouvaient être prises en charge et payées par la société d'exercice libéral. Toujours avec l'obligation que les associés, via une délibération, les prévus. Et vous verrez plus tard, c'est encore plus renforcé, effectivement, sur le côté juridique pour qu'il y ait un procès-verbal des associés qui autorisent sur cette partie rémunération. Alors là, on est sur les dépenses déductibles. Et puis, les nouvelles dispositions, elles préconise de préciser par procès-verbal sur d'autres décisions aussi. Donc, on avait sur la prise en charge par la société les charges sociales personnelles obligatoires, les facultatives et puis les frais de formation.
Souvent, on mettait en place un système d'enveloppe, en fait, une prise en charge en tout ou partie, notamment des cotisations Madelin, des PER qui tenaient notamment compte de la personne, de la situation de famille, de l'état de santé, si je puis dire, et non seulement de la rémunération du gérant. Et puis, s'il y avait un reliquat qui était non pris en charge, à ce moment-là, on le déduisait au niveau de la déclaration IRPP du professionnel. Donc, ces charges sociales qualifiées de personnel étaient ainsi à rajouter à la rémunération versée à l'associé. On reprécise effectivement sur ces dépenses déductibles, étaient considérées comme des dépenses professionnelles à la charge de la société d'exercice libéral, notamment les invitations clients, fournisseurs, les cadeaux, les cotisations. Quant aux frais de déplacement professionnels, toujours hors lieu domicile travail, bien évidemment, ils étaient obligatoirement pris en charge par la société d'exercice libéral. Et les frais de déplacement domicile lieu de travail, eux, ne pouvaient pas être déduits de la SEL, mais uniquement de la rémunération de l'associé. Donc, il y avait ce mécanisme-là qui était mis en place sur les dépenses déductibles. Alors, on vous a fait un tableau effectivement de présentation un petit peu des différences au niveau du régime fiscal et social des rémunérations. Lorsque vous êtes en société d'exercice libéral par action simplifiée, en CELAS ou en CELARL, donc à responsabilité limitée. On a deux cas. On a le cas où on est à la fois associé de la société d'exercice libéral et mandataire social, donc gérant ou président en fonction de la forme juridique. Et puis, on a le cas où on est seulement associé de la société d'exercice libéral. Sur la CELAS, donc la rémunération de l'activité libérale, à la fois quand on a les deux casquettes d'associé, de mandataire et d'associé, au niveau fiscal, on est déclaré en BNC, et puis le régime social, lui, est celui des travailleurs indépendants. Donc ça, que vous ayez le mandat social ou non. Sur l'activité libérale. En revanche, sur la rémunération du mandat social, donc là, il n'y a que la première partie du tableau qui s'applique. Cette rémunération de mandat social dans les CELAS, quand on a les deux casquettes, pour cette casquette de mandataire social, elle est au niveau fiscal en travailleur salarié, et puis au niveau social, c'est le régime général salarié. La différence apparaît au niveau des CELARL, puisque pas de sujet sur la partie rémunération de l'activité libérale, aussi bien au niveau fiscal que social, qu'on ait les deux casquettes ou uniquement celle d'associé. Vous êtes BNC au niveau fiscal et puis régime général des travailleurs indépendants au niveau social. En revanche, sur la rémunération du mandat social, là, on différencie en fonction du statut du dirigeant, soit il est majoritaire, soit il est minoritaire ou égalitaire. C'est le même régime pour qu'on soit minoritaire ou égalitaire. Quand on est majoritaire, c'est l'article au niveau fiscal, c'est l'article 62 du Code général des impôts qui s'applique, qu'on a évoqué avant. Et puis au niveau social, c'est le régime général des travailleurs indépendants. En revanche, quand on est gérant minoritaire ou égalitaire, au niveau fiscal, c'est le régime des travailleurs salariés et au niveau social, le régime général des salariés. Donc, la différence se voit notamment sur les CELARL. Étant précisé, quand on est en CELAS, on a quand même un sujet quand on est président d'une CELAS, donc avec un mandat, puisque le compte URSSAF ne peut pas être ouvert. Et donc là, on est justement en train, nous, à notre niveau, de voir si une formalité sur le site de l'INPI, le fameux guichet unique pour s'inscrire, entre guillemets, ou s'immatriculer, est possible pour pouvoir résoudre ce problème-là. Donc là, ça fait partie des choses qui sont en cours avec ce nouveau régime où on ne sait pas trop comment traiter, en fait, ces dispositions-là. Sur ces nouvelles pratiques à adopter, bien évidemment, donc elles s'appliquent aux sociétés d'exercice libéral, donc par définition, qui ont une activité libérale. Là-dessus, pas de sujet. On a un cas particulier concernant les pharmaciens
qui est un sujet en cours de régularisation, au moins de réponse à nos questions. Puisqu'en fait, normalement, l'activité des pharmaciens ne relève pas des bénéfices non commerciaux. Donc, c'est poser la question de savoir si ces nouvelles dispositions s'appliquaient en fait pour les pharmacies. Donc, on est en cours au niveau à la fois de la partie impôts, administration fiscale, et puis de l'ordre des pharmaciens, pour savoir si ça s'applique pour les pharmaciens. Le but étant d'obtenir une réponse globale pour tous les professionnels, étant précisé que à notre niveau, oralement, l'ordre des pharmaciens nous a fait une réponse en indiquant que les pharmaciens étaient concernés. Maintenant, nous n'avons pas d'écrit là-dessus. Sûrement que voilà, les instances ordinales vont se réunir aussi pour acter de cette réponse orale que nous avons eue. Et puis, on aura la partie fiscale avec le retour de l'administration fiscale là-dessus. Donc, c'est un sujet encore en suspens concernant les pharmacies, les pharmaciens. On tenait à vous faire un petit focus sur l'ordonnance du 8 février 2023 qui est parue, qui traite l'exercice en société de profession libérale. Alors, cette ordonnance a pour objectif de clarifier, de simplifier et surtout de mettre en cohérence les règles relatives aux professions libérales réglementées. Elle est entrée en vigueur au 1er septembre 2024. On a plusieurs points principaux. Ça définit clairement les professions libérales réglementées. Surtout, cette ordonnance distingue 3 familles de professions libérales réglementées: professions de santé, professions juridiques et judiciaires et les professions techniques et du cadre de vie. Pour les sociétés d'exercice libéral, l'ordonnance a apporté des précisions sur les règles de détention du capital et des droits de vote et aussi sur la gouvernance. Il y a une mise en place, un renforcement de l'information annuelle des autorités compétentes sur ces professions libérales réglementées. Et puis, point qui va entraîner beaucoup alors au moins pour les nouvelles sociétés d'exercice libéral, mais aussi dans le cadre de mise en conformité via l'ordonnance des statuts de société d'exercice libéral, c'est l'instauration d'un droit de retrait qui n'existait pas, donc qui serait à mettre en place au niveau des statuts. Donc, toutes ces dispositions de l'ordonnance entraînent des régularisations et des mises en conformité à effectuer. On a un délai d'1 an pour le faire, donc jusqu'au 1er septembre 2025. Petit rappel quand même, le décret d'application, notamment pour les professions de santé, n'est toujours pas paru. Donc, on a quand même ce délai qui a commencé à courir, mais on est encore dans l'attente de décret d'application et donc d'avoir des précisions, notamment sur certaines professions réglementées. Petit focus un petit peu sur les professions libérales réglementées qui peuvent exercer en SARL. La question s'est posée de savoir si les SARL étaient concernés par ces dispositions, puisqu'il est beaucoup évoqué, on évoque les sociétés d'exercice libéral. Donc, on pourrait avoir le sujet, savoir si ça s'applique pour les SARL. Ce qui est sûr, c'est que les textes ne prévoient pas une transformation, c'est-à-dire un changement de forme juridique. Donc, nous n'aurions pas à passer, quand on est en SARL, en SEL. En revanche, les textes disent bien que ces SARL doivent être traités comme des sociétés d'exercice libéral dès 2024. Ça veut dire que les statuts devraient être mis en conformité et doivent être mis en conformité sur le même délai que le délai pour les sociétés d'exercice libéral, avec l'entrée en vigueur au 1er septembre 2024. Donc ça, c'est un sujet aujourd'hui parce que les différentes analyses de textes n'ont pas forcément la même position. Nous, de notre côté, on est clair en fonction des différents textes et différentes analyses qui sont parues sur le fait, à minima, que ce n'est pas une transformation, que la forme juridique n'a pas pour autant à être changée.
Par contre, il faut mettre en conformité quand même les statuts de la SARL avec une activité libérale réglementée. Concernant la SAS, on a moins de, donc ceux qui peuvent exercer en SAS, on a moins de sujets puisque au niveau du traitement des rémunérations, on avait déjà une rémunération technique qui était traitée en BNC. Donc là, la question de la mise en conformité se pose moins. Ces nouvelles pratiques, elles font une distinction entre les fonctions de gérance et les fonctions techniques. Et la rémunération, le traitement de la rémunération est la conséquence en fait de cette distinction entre ces deux fonctions. Donc, sont considérées comme des fonctions de gérance celles qui relèvent des tâches non réalisées dans le cadre de l'activité libérale. Tout ce qui est lié à la partie juridique d'une structure, notamment une convocation d'assemblée générale, la représentation dans les rapports, aussi bien entre les associés, mais aussi avec les tiers, un transfert de siège social. Toutes ces choses-là ne sont pas liées à l'activité libérale et donc relèvent des fonctions de gérance et donc potentiellement de la fameuse rémunération de la gérance. Quant aux fonctions techniques, il s'agit là de la rémunération de l'activité libérale. Donc, cela prend aussi en compte les tâches administratives, mais qui sont inhérentes à la pratique de cette activité libérale. Nous pouvons considérer, bien évidemment, que la facturation du client ou du patient est de la fonction technique, les prises de rendez-vous, même de l'approvisionnement en fourniture quand on est concerné par ça, mais aussi la gestion des équipes. Et puis, bien évidemment, les ordonnances de prescription, ça, c'était pas un sujet là-dessus. Donc, ça, ce sont ces deux distinctions maintenant qui entraînent sur les rémunérations de fonctions à prendre en considération et deux attributions pour pouvoir derrière distinguer si on est sur la rémunération de la fonction de gérance ou sur la rémunération de la fonction technique. Sophie, sauf erreur. Alors, voilà. je vais prendre le relais. Merci pour cette petite définition. Et puis, ça va me permettre, moi, justement, de vous présenter la répartition qui est admise fiscalement en termes de répartition de la rémunération. À savoir que 5%, l'administration nous donne 5% pour la rémunération de gérance et 95% pour la rémunération technique. Alors, on vous a juste mis une petite phrase sous cette règle, à savoir si aucune répartition n'est possible, l'ensemble est imposé en article 62. Attention, c'est un piège. Cette phrase, elle est reprise du tableau que vous a présenté Ludivine tout à l'heure. Et nous, on vous met bien que cette position semble difficile à justifier auprès de l'administration fiscale, car il faut apporter justement la preuve de l'impossibilité de la distinction. Or, d'après les deux définitions qu'a données Ludivine, entre la fonction de gérance et la fonction technique, ça me semble quand même relativement clair. Donc, vous l'avez bien compris, en tant que professionnel libéral, vous allez devoir établir une liasse fiscale 2035 pour la rémunération technique. Et ce que nous, on préconise, c'est 5% à laisser sur la selle en fonction de gérance et de passer 95% en rémunération technique sur une liasse fiscale 2035, donc sur le BNC, mais avec une déduction de 100% des cotisations sociales pour que ce soit beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide à traiter. On vous a mis également, alors il est possible de considérer que la rémunération est 100% une rémunération technique, mais je pense que sincèrement, dans 99% des cas, on va faire une répartition entre la rémunération de gérance et la rémunération technique. Et si on vous a mis également dans la position de Baker-Tilly d'Horatio, que si le professionnel libéral veut mettre plus de 5% pour la rémunération de gérance, il faudra qu'il puisse justifier que dans son temps de travail, que son temps de travail finalement est supérieur à ces 5% qui sont déterminés, sachant que les tâches, comme nous vous l'a précisé tout à l'heure Ludivine, sont quand même relativement restreintes. À savoir que la gestion de planning d'une entreprise, quelle qu'elle soit, ne rentre pas du tout dans la fonction de gérance, mais rentre dans la fonction technique. Donc, il faudra pouvoir justifier, à mon avis, par des suivis de temps précises,
que la règle admise par l'administration fiscale de 5% n'est pas retenue et qu'elle sera supérieure. Je veux bien que tu passes sur le slide suivant, merci. Nouvelle pratique à adopter. Alors, en ce qui concerne les charges déductibles du BNC, on vous a remis le BOI que vous pouvez aller consulter, qui vous reprend finalement la totalité des dépenses. Donc, concrètement, les dépenses d'études du BNC ne doivent pas être des dépenses qui sont liées à l'activité de la SEL. Donc, on va avoir notamment les trajets domicile-travail et les charges personnelles, puisque ces dernières, on l'a dit, qu'elles seront réintégrées à la rémunération et déduites après via le BNC. Et puis, on a également toutes les charges qui, historiquement, n'étaient pas déduites de la SEL, que les libéraux, en général, déduisaient extra-comptablement sur leur déclaration 2042, du fait notamment de pactes d'associés spécifiant quelles sont les dépenses de formation, les dépenses de matériel supplémentaire, etc., qui, elles, pourront être déduites directement de la LIAS 2035. On vous a fait aussi une petite slide. La slide suivante concerne tout ce qui est cotisation Madelin ou PER. Donc ça, ce sont des cotisations facultatives. Donc, elles sont prises en compte personnellement, donc soit déductibles du BNC ou de la SEL. Et dans ces cas-là, elles seront réintégrées au BNC au même titre que les rémunérations et les autres cotisations sociales. Si elles sont acquittées par la SEL pour le nom et au compte de l'associé, elles seront réintégrées avec la rémunération de l'associé et après déduites sur le BNC individuellement. Voilà. On vous a mis que la position de Baker-Tilly, c'était de privilégier le paiement de cotisations sociales PER, Madelin, à titre personnel du BNC. Au demeurant, on se rend compte qu'on a pas mal de structures qui ont des contrats groupes et à mon avis, ces cotisations facultatives seront traitées comme les cotisations obligatoires. L'option IS. Alors, l'option IS n'est possible que pour les seuls professionnels exerçant en leur nom une activité professionnelle pour la LIAS fiscale 2035 que vous allez devoir déposer. Par conséquent, l'associé d'une SEL ne peut pas exercer cette option s'il n'a uniquement comme rémunération sa rémunération technique qui arrive de la SEL. Cette option sera possible, notamment dans le cas d'activités un peu annexes à l'activité libérale principale. Et notamment, on vous a mis des expertises judiciaires. On pourrait effectivement très bien concevoir d'avoir une rémunération BNC qui arrive sur la 2035, plus une rémunération annexe d'experts judiciaires. On en a certains dans certaines professions. Et auquel cas, il serait possible d'opter, et uniquement dans ce cas-là, à l'IS pour l'établissement de la 2035 personnelle. Après, je te laisse la main, Ludivine, concernant les titres de SEL. Tout à fait. Donc, on a un sujet effectivement sur le traitement fiscal des titres des sociétés d'exercice libéral. Aujourd'hui, dans les textes, il est indiqué que l'inscription à l'actif de la société est possible, des titres, pardon, de la dite société est possible, notamment pour prétendre le bénéfice des déductions des intérêts d'emprunt et des frais d'acquisition, ce qui est le principe général en BNC. Aujourd'hui, nous, on a une position Baker-Tilly au ratio qui est, sauf acquisition de titres récente, on n'inscrit pas les titres à l'actif de la société, puisque aujourd'hui, ça nous paraît un petit peu litigieux. Et même avec ça, on conseille d'avoir un avis des fiscalistes du cabinet au ratio pour pouvoir valider en fait cette déductibilité derrière. On avait le sujet, notamment en cas de départ à la retraite. Aujourd'hui, il n'est pas précisé qu'on puisse bénéficier de cette déduction si on inscrit les titres à l'actif. Donc, nous, on conseille par principe, en fait, de ne pas les inscrire. Si vraiment, il semblait pour les concernés qu'il y ait un intérêt pour les inscrire à l'actif, on conseille effectivement d'avoir au préalable
préalable une étude ou une consultation de la part des fiscalistes du cabinet pour pouvoir valider derrière le traitement en fait, fiscal de cette inscription à l'actif. Je reprends la main. Donc, en ce qui concerne la TVA, on se posait des questions sur finalement le traitement en termes de TVA de la rémunération technique. Donc, on vous précise que la SEL exerce la profession par l'intermédiaire de ses associés. Donc, dans ces conditions et dans la mesure où ce n'est pas l'associé qui supporte le risque économique, mais bien la société, l'associé ne peut pas être regardé comme un assujetti à la TVA. Donc, aucune déclaration de TVA ne sera à faire et les rémunérations techniques perçues par les associés de SEL n'entrent pas du tout dans le champ d'application de la TVA. Pour la CFE, il en est de même. L'imposition en BNC d'un associé n'emporte pas la création d'une nouvelle personne juridique ou d'une nouvelle activité économique. Par conséquent, l'alias fiscal, enfin le professionnel libéral, ne paiera pas de CFE et c'est seule la SEL qui sera assujettie à CFE qui devra la régler. On vous a fait également une petite slide sur le micro-BNC applicable donc dès 2024. On vous précise que les associés de SEL ne sont pas exclus du régime micro-BNC. Le seuil, c'est de 77 700 €. Donc, il ne faut pas dépasser ce seuil sur les 2 années qui précèdent, analysées en année civile. Et donc, il faut recalculer pour savoir si 2022 et 2023, on était bien en dessous du seuil de 77 700 €, sachant que 77 700 € correspond à la rémunération de la SEL, plus les cotisations sociales qui vont passer sous l'égide de la 2035. On vous l'a mis d'ailleurs, il convient de retenir la rémunération versée par la SEL en y réintégrant les cas échéants dépenses professionnelles de l'associé et également toutes les cotisations sociales pour regarder si ce dernier ne dépasse pas le seuil de 77 700 €. On vous a également précisé que le micro-BNC n'est pas applicable pour tous les officiers publics et ministériels, comme les notaires et les commissaires de justice. Donc, la liasse fiscale pour ces personnes-là sera forcément faite en déclaration contrôlée, c'est-à-dire n'appliquant pas la règle du micro-BNC. Et naturellement, on vous précise que le micro-BNC est à faire seulement et seulement si l'abattement des 34% est plus avantageux que la déduction de l'intégralité des cotisations sociales et des éventuelles dépenses personnelles que le professionnel libéral devrait supporter. En termes d'associations agréées et de réduction pour frais de comptabilité, l'arrêt du 7 décembre 2023, je suis repartie en arrière, nous précise qu'il n'est plus nécessaire de s'affilier à une association agréée et qu'il n'y a plus de majoration du bénéfice pour non-adhésion à une association agréée. Par contre, la réduction d'impôt pour frais de comptabilité est toujours conditionnée aux obligations déclaratives et au seuil de recettes de la 2035 et suppose, elle, toujours une adhésion à une association agréée pour les personnes qui seraient éventuellement concernées. Le dernier point, on a été interrogé sur la nécessité finalement d'ouvrir un compte bancaire spécifique pour ces dépôts de 2035 qui vont être obligatoires dès 2024. Alors, à mon avis, il n'est pas obligatoire d'ouvrir un compte dédié uniquement pour cette activité. Après, le compte bancaire, si les flux sont importants sur la 2035, peut se justifier effectivement utile pour éviter d'avoir à traiter bon nombre de factures volantes. Mais voilà, c'est en aucun cas une obligation et voilà, je pense qu'en général, les opérations seront quand même assez peu nombreuses. On aura la rémunération, les cotisations obligatoires et éventuellement facultatives et les dépenses personnelles telles qu'on l'a spécifié tout à l'heure, les frais de déplacement, les formations ne rentrant pas finalement dans la prise en charge de pactes d'associés, les choses comme ça, mais ça reste quand même assez peu important.
on a quelques petits points en attente. Donc, on vous a fait un petit récapitulatif des points en attente. Tout à l'heure, Ludivine en parlait, hein, les pharmaciens qui étaient considérés comme des assujettis BIC. On a encore une incertitude concernant le traitement de la rémunération technique des pharmaciens, à savoir même s'ils sont même s'ils sont en SARL, est-ce que leur rémunération va suivre le même régime que les autres professionnels libéraux? Ludivine vous a dit tout à l'heure qu'on avait interrogé un SIE et je crois qu'il y a une demande aussi qui a été faite à l'ordre. On attend une clarification et surtout un positionnement en la matière pour savoir quel sera le formalisme finalement à mettre en place dès début 2025 pour déclarer les rémunérations 2024. Je reprends donc sur la partie exercice en SARL pour les activités libérales qui peuvent exercer en SARL. Donc, comme indiqué, on a toujours un doute sur l'application de ces dispositions en SARL de droit commun. Aujourd'hui, à la lecture de l'ordonnance et à l'analyse de celle-ci, on peut considérer qu'on tend vers une obligation d'organisation juridique de cette société comme une SEL. Côté exercice pour les avocats, le Conseil national des barreaux a pris cette position effectivement de traiter comme une société d'exercice libéral. Donc, on pense que la majorité des ordres va suivre cette position-là. En découle un petit peu l'interrogation sur une position éventuellement de l'administration fiscale qui imposerait la taxation des associés de la SARL, même non mise en conformité, en société d'exercice libéral avant le 1er septembre 2025. Donc, l'obligation de respecter les mêmes règles fiscales que celles imposées aux sociétés d'exercice libéral. On a les deux sujets, hein. On a la partie juridique, effectivement, sur SARL, voilà, mise en conformité juridique, et puis on aura la partie fiscale qui en découlera, bien évidemment. À nouveau, petit focus sur les titres de société d'exercice libéral à l'actif, et notamment en cas de cession. Quid entre plus-value professionnelle ou plus-value privée. On rappelle qu'en cas de cession de parts et d'inscription à l'actif, c'est l'arrêt Kemener qui s'applique, donc avec une considération en plus-value professionnelle, uniquement pour les titres de sociétés qui sont transparentes, donc société à l'IR. Et pour la détention de titres à l'IS, là, on est sur, avec la décision de l'arrêt Kemener, une plus-value privée, donc avec l'application de la flat tax ou du barème progressive. Comme indiqué déjà, effectivement, on préconise pour cette inscription à l'actif de ces sociétés d'exercice libéral d'avoir une étude un petit peu sur l'intérêt avant de le mettre en place. Et moi, je vais finir donc par le dernier point en suspens. Alors, c'est plus un point un peu technique pour nous. C'est la tenue de la comptabilité, finalement, de cette liasse fiscale 2035. La liasse fiscale 2035, par nature, on est à l'encaissement-décaissement, c'est-à-dire que, voilà, hein, on déclare ce qu'on encaisse et on déduit ce qu'on paye. On va avoir une interrogation sur la possibilité d'opter pour un régime d'engagement de créances et dettes, pour finalement avoir une cohérence entre les cotisations qui seront éventuellement provisionnées dans la SEL du fait de variations de rémunération et les cotisations réellement sur la 2035. Moi, alors on n'a pas de réponse définitive en la matière, mais je pense que en toute cohérence, pour qu'on ait les mêmes choses tant sur la 2035 que sur la SEL, il faudrait opter sur la déclaration 2035 pour une comptabilité d'engagement et donc avoir une compta créances et dettes. Mais je pense qu'on en saura plus d'ici peu de temps puisque ça fait partie des questions, je crois, qui sont remontées à l'ordre des experts comptables. Voilà. Et le process, alors le process d'immatriculation des associés de SEL, vous avez tous reçu normalement un questionnaire à compléter pour l'identification de tous les associés, alors ayant ou non un numéro SIRET.
Donc, on vous met qu'il faut retourner le questionnaire via la messagerie sécurisée sur l'espace pro de impôts.gouv de la SEL. Et les impôts vont vous retourner un ROF pour la future déclaration, puisqu'on en aura besoin pour télédéclarer la 2035 en 2025 relatif aux revenus 2024. Voilà. On vous a également mis en vert que, à mon avis, si les impôts vous ont envoyé le papier, il ne faut quand même pas trop traîner pour le déposer. Puisque alors là, on vous a mis la réaliser en 2025 pour entraîner des majorations du fait du dépôt d'inscription en 2024. On n'en a pas la certitude, mais c'est sûr qu'il faut absolument, vu le nombre d'imprimés que l'administration va devoir traiter, je pense que plus on le fait au préalable, mieux ça sera. Voilà. Mais j'espère qu'on a été clair. Alors, il y a beaucoup de formalisme dans tout ça, mais on est finalement contraint par l'administration fiscale de multiplier les déclarations, notamment au niveau rémunération technique. Y a-t-il des questions? Tout le monde dort. La digestion. Hein? Ah oui, c'est la digestion. La digestion. Ouais, non, mais c'est pourtant un sujet passionnant. Qui est encore soumis en plus à précision. Hein. C'est vrai qu'il y a quand même Oui. points, Bah, c'est toujours, de toute façon, c'est toujours la même pareil. problématique sur des sujets qui arrivent comme ça de façon rapide, sans forcément qu'il y ait une mise en œuvre pratico-pratique qui soit donnée en même temps, hein, parce que toute l'année 2024, on a eu quand même pas mal de retours en arrière, de questionnements, etc. Et même si l'ordre, enfin nous, des experts comptables, est plutôt efficace et a tendance quand même à demander pas mal de précisions, ça a quand même du mal à redescendre de l'administration fiscale. Et je pense que c'est pour toi, c'est pareil, Ludivine. Hein. Tout à fait, oui. Et même nous, au niveau juridique, cette ordonnance du février 2023, on l'attendait déjà depuis plusieurs mois. On nous disait qu'elle allait sortir. Et même avec ce délai pour qu'elle soit rendue, il y a encore des choses en suspens et des questions et des applications encore en attente, quoi. La différence, c'est que là, maintenant, on a un délai, donc il faut y aller. Exactement. Alors là, il y a 2 questions. Nous attendons de savoir donc, si le SIE sont prêts à recevoir le questionnaire. Donc oui, à mon avis, les SIE, vous pouvez envoyer les questionnaires mais via l'espace de la SEL. Je pense qu'il faut faire des envois groupés quand vous êtes nombreux. Hein. Moi, j'aurais tendance à envoyer tous les associés d'un coup. Alors, l'option IS, oui, on peut revenir sur l'option IS. L'option IS n'est possible que si le professionnel libéral, finalement, a une autre activité par ailleurs et que la 2035 que vous êtes contraint de déposer à compter de 2025 pour les revenus 2024 sera une 2035 concernant où on aura la rémunération technique, mais où on aura également des prestations annexes, comme, alors on vous a mis des expertises judiciaires, parce que c'est souvent des missions qui sont ce qu'on appelle un peu one-shot, hein, c'est souvent des gens qui travaillent en collaboration avec les tribunaux de commerce, qui ont ou même, enfin, des tribunaux de commerce ou même des médecins, c'est pareil, mais c'est une multitude finalement de missions et de prestations différentes. Et dans ce cadre-là, dans la mesure où on aura une activité technique liée à la SEL et une activité annexe liée à l'exercice d'une autre profession, entre guillemets, hein, là, on peut opter à l'IS. Dans le cas contraire, on ne peut pas. Je reprends juste le texte de l'IS, mais c'est ça. Hein. Voilà, n'est possible que pour les seuls professionnels exerçant en leur nom une activité professionnelle, donc autre. Alors là, j'ai un leasing d'un véhicule, est-il… Oui, je pense qu'on a…
Oui, en théorie, oui. Alors après, la problématique, il y aura une quote-part professionnelle, il y aura une quote-part déductible du BNC. Et encore, il faudrait, à mon avis, analyser. Tout dépendra, à mon avis, de la prise en charge sur la selle. Est-ce que sur, alors là, c'est une question intéressante, puisque la règle dans le BNC, c'est qu'on ne peut pas cumuler deux méthodes. Un BNC ne peut pas avoir, en admettant par exemple que vous changiez de véhicule le 30 juin, on ne peut pas accumuler sur le BNC des frais réels et des frais forfaitaires, c'est-à-dire des indemnités kilométriques. Est-ce que là, est-ce qu'on pourrait demain enregistrer un leasing sur le BNC, sachant qu'il y a peut-être une quote-part d'indemnité kilométrique qui est prise en charge par la selle, à mon avis, il faut quand même avoir une distinction assez rigoureuse pour pas qu'on se fasse embêter par une double déduction. Une petite question juridique pour Ludivine quand même. Là, oui, c'est toujours le leasing, mais je pense que le leasing, il faudra le regarder individuellement et regarder finalement qu'est-ce qui est pratiqué dans la selle pour voilà, je pense qu'à terme, les impôts seront regardant sur ne pas avoir une double déduction pour la même chose. Donc ça, voilà, ça sera un peu au cas par cas. Bon, ben, j'ai l'impression qu'il y a plus. Non. Bon, ben, super. Merci à tous. N'hésitez pas à revenir vers nous en cas de questionnement. On est, comme l'a dit Ludivine tout à l'heure, hein, on est sur une évolution constante hein, en termes de texte, de positionnement, etc. Je pense que ça va aussi se clarifier au fur et à mesure, et puis même en début d'année prochaine, hein, puisque les liasses seront à déposer à partir du mois de mai. Mais on vous invite franchement à faire le formalisme rapidement, puisque le flux, à mon avis, va être important. Et plus tôt ça sera fait, à mon avis, mieux ce sera. Il y a une nouvelle question qui vient d'arriver. Oui, il y a une nouvelle question. En cas de passage, c'est en cours d'année, pensez-vous qu'il puisse y avoir un problème de cotisation? Non. Non, de cotisation. Alors après, de cotisation, de toute façon, les cotisations, on a dit qu'on les laissait, enfin nous, notre préconisation, c'est 100% en déduction, 100% en BNC. Par expérience, en CELAL, donc Ludivine vous l'a montré hein, tout à l'heure sur le petit tableau, la CELAL, on est en article 62 pour la rémunération de gérance, donc toujours travaillant non salarié. Donc, pour moi, ça ne change rien. En CELAS, il peut y avoir une incidence uniquement si le mandat social est rémunéré en tant que salarié. C'est vrai que par expérience, même sur les CELAS, nous, on n'a pas de rémunération de mandat social salarié puisque les professionnels libéraux préfèrent éviter d'avoir deux statuts sociaux. Autant on l'a sur la CELARL, autant sur la CELARL, c'est facile, on va dire, on répartit la rémunération, 5% en article 62 pour bénéficier des 10% d'abattement, 95% en BNC, et on fait l'alias fiscal. La CELAS allait faire un bulletin de paye pour finalement récupérer 10% d'abattement. Je ne suis pas sûre que ça en vaille le coup. Hein. Économiquement parlant, je vous parle. Ouais, aucun intérêt, aucun intérêt. Et c'est pour ça que finalement, même si on a pas mal de SAS et de CELAS, hein, parce que plus on est sur des grosses structures, plus la SAS, enfin la CELAS est justifiée, on a rarement sur des structures moyennes, hein, même à 10 salariés, à 10 associés, on a rarement de rémunération pour le mandat de gérance. Enfin, moi, en perso, j'en vois pas beaucoup. Je ne sais pas si toi, Ludivine, après en droit des sociétés, tu en vois peut-être un peu plus. Moi, je suis peut-être après un peu… C'est très rare.
Ouais, voilà. Parce qu'on évite de cumuler, on évite de cumuler deux. Ouais. Donc, mais le passage en cours d'année, non, moi je pense qu'il n'y aura pas particulièrement de problème de cotisation. Pas d'impact, ouais. Si le trajet domicile-travail, il est déductible, mais sur la partie BNC, puisque de toute façon, il n'était pas déductible sur la selle. Donc, c'est bien quelque chose que vous pourrez déduire en sus sur votre liasse fiscale BNC. Et puis après, tout ce qui est des dépenses personnelles, entre guillemets, qui sont nécessaires à votre profession, mais qui souvent, pour des problématiques de pacte, d'associés, n'étaient pas déduites sur la selle. Donc, alors ça doit être la suite de la première question sur les. Oui, pour moi, les cotisations, ça ne va pas changer la face du monde. Mais voilà, nous, notre préconisation chez Baker Tilly Horatio, c'est de tout faire, de passer la totalité des cotisations sociales sur le BNC. Alors, il y a un pseudo-risque, parce que si on répartit 5%, 95%, mais c'est trop de temps perdu de façon inutile et inintéressante. Voilà. Merci à tous. Bon après-midi. Merci à tous. Bon après-midi. Au revoir. Au revoir. Au revoir.